Donc du circuit festif au chemsex, en effet, on va parler de la manière dont j'ai pu, au fil d'une bonne vingtaine d'années finalement, et c'est plutôt aussi, cette intervention, c'est aussi un parcours d'ethnographe, puisque je ne suis pas simplement sociologue, je suis aussi anthropologue, et du coup, vous verrez que la question des méthodes de saisie des données de terrain est assez importante, et j'ai essayé de vous fournir ici différents types de matériaux pour qu'on discute. Et je remercie vraiment Mélina et l'équipe de m'avoir invité à venir parler dans ce cadre de ces liens que je pense extrêmement importants à retracer entre médicalisation et ce qu'on pourrait appeler un confinement des sexualités gays aujourd'hui. Donc mon parcours, c'est celui d'un sociologue et d'un anthropologue formé à la sociologie urbaine essentiellement. Un intérêt bien particulier pour les espaces et les temporalités lorsqu'on se met à parler de sexualité, et notamment pour la notion de déplacement psychique et identitaire que j'ai forgé d'une certaine manière au prisme de longues enquêtes sur les lieux de drague dans l'espace public, et qui concernent essentiellement les hommes entre eux, qu'on appelle aussi HSH, hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes. Et c'est finalement au cours de la recherche et presque a posteriori qu'on peut dégager une réflexion sur le genre, et très probablement sur ce qu'on peut appeler, en référence à un vieux concept poussiéreux de l'anthropologie la plus classique, la maison des hommes, c'est-à-dire un espace probablement immatériel, mais néanmoins très tangible sur le plan des pratiques socio-spatiales urbaines ou rurales, comme vous le verrez. J'en dirai quelques mots à la fin de cette intervention, mais qui se caractérise justement par cette non-mixité et par la possibilité qu'il existe bien des lieux de socialisation sexuelle non mixtes entre hommes et probablement entre femmes dans nos sociétés, et beaucoup plus près qu'il n'y paraît. Les différentes recherches que je vais mobiliser pour cette intervention, une recherche qui a été menée entre 2009 et 2012 dans le circuit festif gay européen, qui s'appelait à l'origine la construction de la compulsivité des risques multiples chez les hommes gays, il manque un mot, je ne sais plus lequel, et qui s'est avéré être une ethnographie au long cours du circuit festif gay des usages et des trafics de drogue dans différentes grandes villes d'Europe. Plus dernièrement, une série d'enquêtes ethnographiques a été menée dans le cadre de Tendances récentes et nouvelles drogues à Paris sur les univers gays, festifs et le chemsex, puis une grande enquête d'un an en 2018, commanditée par l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies sur ce fameux chemsex, dont évidemment je vais dire deux mots ici. Et donc pour tourner, je fais ça. Donc voilà d'où je viens, d'une certaine manière, je viens de ces espaces-là, c'est là que j'ai fait ma thèse, effectivement, c'est là, et c'est un voyage en boucle, comme vous le verrez, puisque du coup, il m'a fallu beaucoup de temps pour publier ce travail. Il sort la semaine dernière, en fait, avec un titre « Hommes en chasse, chronique territoriale d'une sexualité secrète », mais c'est effectivement de ces espaces publics accessibles à tous les hommes hétérosexuels et homosexuels, mais séparés du monde, dont on va partir pour cette intervention, avec évidemment en toile de fond, et donc j'en parlerai de loin en loin. Ici nous sommes à Bruxelles, dans les bas-fonds qui sont au pied du Parc Royal et qui sont ouverts de jour et de nuit et qui sont un lieu de drague. En toile de fond donc, l'histoire du sida qui aura effectivement amplement structuré non seulement les discours experts et les politiques publiques sur les populations dont il est question, mais aussi évidemment les comportements des hommes dont je vais aborder les pratiques et les parcours. On parlera donc, et on a parlé, de panique morale associée à ces espaces de débauche et aux troubles des identités qu'ils provoquaient, et en particulier le fait que le virus puisse circuler entre les différentes catégories forgées par l'épidémiologie, et en particulier entre les homosexuels et les hétérosexuels. Je vous rappelle qu'il aura fallu longtemps pour considérer avec la catégorie UDVI, usager de drogue par voie intraveineuse, qu'on pouvait être d'une part injecteur, mais avoir aussi une sexualité. On n'y avait pas réalisé tout de suite qu'effectivement les toxicomanes, comme on les appelait à l'époque, avaient aussi une sexualité.
Et on y revient avec le chemsex, pardon, parce qu'il faut bien considérer effectivement que les liens, et là aussi tu as bien fait de les souligner, aphrodisiaques entre les substances et la sexualité sont absolument pas ordinaires, y compris dans le cadre du recours à l'alcool, comme on l'a vu. On en viendra donc à parler du chemsex un peu plus tard, et en particulier des liens que le chemsex entretient avec l'histoire du sida, et en particulier avec la fin du sida, effectivement, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'il émerge, et donc j'en parlerai plus amplement tout à l'heure. Je vais vous parler d'abord de cette transition qui s'opère pour moi des lieux de drague au circuit festif, parce que vous imaginez qu'en tant qu'ethnographe, j'ai un peu changé d'ambiance, et je suis passé de cet univers d'interaction extrêmement silencieuse, de nuit comme de jour, avec une espèce comme ça de vacances temporelles où on se retrouve un petit peu déconnecté du reste de la société sur une aire d'autoroute de 5 à 7 ou en pleine nuit dans les bois qui entourent les agglomérations ou dans les squares de centre-ville, mais aussi parfois très loin à la campagne. Transition d'autant plus brutale effectivement qu'elle s'accompagne d'un changement d'ambiance. Et du coup, j'avais trouvé, j'ai réalisé très tard qu'au Bois de la Cambre à Bruxelles, ce petit flyer était en fait un flyer de la soirée La Bémence à Bruxelles, où je commence à aller mener des enquêtes à partir de la fin 2009, à l'occasion justement de l'anniversaire et déjà les 20 ans de cette soirée. Du coup, je vais commencer par vous lire un petit extrait de journal de terrain qui date quasiment de cette époque et qui n'a peut-être pas tout à fait perdu de son actualité. C'était l'anniversaire de la soirée La Démence. Elle a lieu à Bruxelles sur une base mensuelle depuis 20 ans. Il y a cet extraordinaire flyer rose et blanc qui circule dans la ville depuis la fin de l'été. On y voit des hommes au milieu de la jeunesse arborant des masques de catcheurs en cuir très colorés et vêtus en tout et pour tout de slips courts imprimés façon maillot de bain et de baskets bariolées. Ils prennent des poses rocambolesques à deux ou à plusieurs dans des espèces de contorsions gymniques, parfois périlleuses, toujours en équilibre. Il y a aussi quelque chose de très frondeur dans leurs attitudes, des points de détail esthétiques comme signe de leur virilité un peu roublarde. Ici, c'est une touffe de poils bien noirs, d'une aisselle négligemment béante, sur fond de posture musculeuse, digne d'un super-héros de cartoon des années 50. Là, une casquette de façon rappeur mimétise la crapulerie légère d'un garçon qu'on encule et qui porte une chaîne au cou et de belles baskets de marque pour tout costume. On a envie d'emblée d'en dire plus sur ce brouillage des genres à l'œuvre dans l'iconographie et dans les mises en scène de soi des hommes gays à la période contemporaine. J'avais été marqué par la page titre du magazine Têtu en France à l'époque où les voitures brûlaient par dizaines dans les banlieues de la République. Un garçon torse nu à cagoule, lourde chaîne autour du cou et survêtement de marque trônait au centre de l'image dans une morgue racaille à laquelle ne manquait finalement qu'un cocktail Molotov et une grosse boîte d'allumettes. Depuis une bonne dizaine d'années, les modes gays cultivent aussi de nouvelles images garçonnes, peut-on parler de virilisme, où se déclinent les effets de génération d'une part et en même temps quelque chose qui procède d'une distance, dans le temps et surtout dans l'espace, d'un désir d'ailleurs porté au ras des attitudes, du souci de soi et des relations intersubjectives. On pense évidemment à ce moment cinématographique où, au cœur des lointaines montagnes du massif de Brokeback, loin de toute affluence cosmopolite et des libertés anonymes autorisées, se joue le secret d'une nature presque sauvage du désir et de la sexualité entre hommes. Les icônes subissent-elles une lente et décisive transformation, c'est dans le sens de leur dépaysement, de leur inédite réinscription dans le temps de nos sociétés premières, celle où l'étroit voisinage n'en dit jamais bien long, mais n'en pense pas moins, et par extension, où la superficialité arrogante des relations urbaines se verrait ainsi détrônée par l'authenticité des Indiens mâles. Effectivement, à Bruxelles, et notamment du côté des graphistes qui organisent ces soirées et qui promeuvent certaines images, on va assez loin dans la manière dont les icônes viriles sont récupérées, y compris les icônes racisées de classe, de génération. À chaque fois qu'une soirée a lieu, chaque mois, on a effectivement une évidence presque provocatrice. Je dis provocatrice parce que cette icône-ci, c'est effectivement la soirée Arabian Nights,
Et il faut vous parler du contexte dans lequel la soirée a lieu, et en particulier du moment où les gens sortent. C'est une soirée qui démarre à 22 h et qui se termine à 13 h le lendemain. Et les gens sortent relativement défoncés, effectivement, et dénudés sur un quartier marocain, dans un quartier communautaire au Maroc, à Bruxelles. Et donc, il faut aussi dire à quel point il y a un dispositif de sécurité sur un très large rayon autour du Fuse, la discothèque qui organise ces soirées, et où, dans le cas, effectivement, de ce petit flyer-ci, des tractations ont dû avoir lieu avec les leaders communautaires du quartier marocain, mais on est en Belgique et on est dans un univers où effectivement il est possible d'aller directement à la rencontre des leaders communautaires pour essayer de noyer le poisson en les arrosant un peu d'argent pour qu'ils se calment et que tout ceci puisse avoir lieu dans le contexte belge, c'est-à-dire dans le compromis à la belge où les différentes souverainetés religieuses et sexuelles peuvent en l'occurrence continuer à cohabiter. Du coup, je vous amène un petit peu à la démence. Il n'y a pas de bande son, mais j'ai trouvé relativement important. Alors, il n'y a pas que la démence, évidemment, ça c'est une soirée à Cologne, donc ces grandes soirées festives qui ont lieu, enfin qui avaient lieu en l'occurrence dans ces grandes villes européennes. Elles se sont passablement calmées au temps du Covid, mais ça me paraît important de partager avec vous effectivement des questions qui procèdent à la fois du genre, mais d'autres formes d'intersection et de diversité que ces soirées mettent en scène. Diversité entre hommes, hein, tout de même. Et pour vous dire, au fur et à mesure où ces images de diversité entre hommes déroulent plus, pour vous en dire plus sur effectivement ce que les résultats de cette recherche ont donné, disons qu'elles ont donné évidemment pas mal de choses axées sur la dimension transnationale d'un territoire circulatoire à la fois festif, sexuel et psychotropique, puisque les gens circulent autour de Bruxelles, entre Paris, Londres, Madrid, et viennent parfois de très grandes distances en Europe et parfois dans le monde à l'occasion des anniversaires pour se retrouver à 2000, 2500, voire 3000 hommes au Fuse. Dans un contexte où les femmes sont extrêmement minoritaires, voire des alibis. On peut avoir aussi bien l'alibi de la femme SM, la femme hétéro, la copine de copine, d'un copain, le couple de lesbiennes fétiches, amies du patron, mais toutes doivent obtenir une autorisation écrite du patron de la démence pour accéder à cette antre masculine, à cette maison des hommes festive, provisoirement. Donc je déroule un peu les images parce que je ne voudrais pas non plus déborder trop tout à l'heure. On voit aussi les différences de génération qui sont à l'œuvre dans ces rencontres entre hommes, et en particulier un autre des résultats porte sur la dimension de réseau d'amitié sexuelle, et en l'occurrence transnationale, que les hommes vont construire à partir de ces déplacements et de ces compétences à se déplacer d'un lieu à l'autre, y compris à bas coût, parce que beaucoup deviennent des experts en déplacement low cost, comme ils deviennent des experts en réseau d'échange, des bons plans soirée, mais aussi des bons plans cul et aussi des bons plans drogue. Lorsqu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, c'est toujours relativement pratique de pouvoir être accompagné, pris en charge, et on parle assez peu aussi finalement de ces formes de socialisation en termes de réduction des risques, cette réduction des risques étant particulièrement absente de ces univers dans un premier temps, en tout cas à l'initiative des associations, et j'en dirai aussi quelques mots. Ce qu'on peut voir, c'est qu'avec l'évolution des soirées, les questions de genre viennent troubler encore une fois y compris la présentation de soi. Là, on est beaucoup plus près de nous. Ça, c'est des photos qui datent d'il y a 2 ans. Donc, on voit apparaître plus de travestis, plus de drag queens, plus de personnes trans dans ces univers qui étaient relativement masculins à l'origine. Ce qu'il faut dire, effectivement, c'est qu'on observe, et j'ai écrit sur cette question, une véritable dépense collective à la fois d'énergie, de sexualité, de drogue et d'argent, dans un moment où précisément il est extrêmement intéressant de s'intéresser il est extrêmement intéressant de se focaliser aussi sur ce qui circule gratuitement et sur la valeur des échanges justement sociaux, la valeur finalement des réseaux, la valeur des réseaux d'amitié et d'amitié sexuelle, ou à ce que j'ai fini par appeler la production de soi aussi en tant que clientèle et simultanément de marché. J'ai presque envie de dire marchandise, même si je ne veux pas être dans la provocation, mais d'une certaine manière on est à la fois le client, la marchandise et le marché lorsqu'on côtoie ces univers
Et la préoccupation, en tout cas au temps du sida, autour de l'évolution de ces univers est ancienne. Elle date du milieu des années 95 dans la littérature australienne, où on a beaucoup écrit effectivement sur les circuits festifs et les usages de drogue, avec ce premier ouvrage, Select Body, où on voit à quel point, à cette époque où les trithérapies ne sont pas encore tout à fait apparues et où elles ne sont pas tout à fait là, les hommes vont aller danser sans savoir véritablement s'ils seront vivants à la prochaine fête. Et il y a effectivement cette notion de dépense dans le contexte de l'épidémie de sida qui très tôt intervient quand effectivement le deuxième ouvrage, celui de Kane Race, qui est un chercheur qui a beaucoup travaillé sur ces questions en Australie et sur le circuit à Sydney, propose en 2009 l'idée qu'il y aurait un pleasure à consuming des medicines, c'est-à-dire pleasure consuming medicine, la possibilité de prendre du plaisir à consommer des substances qui peuvent être effectivement des médicaments ou des drogues simultanément. Mais pour le coup, on est dans un contexte où les choses ont bien changé du point de vue des avancées biomédicales, puisque à l'absence de trithérapies efficaces qui font que les gens vont finir par vivre après les années 96 et jusqu'à aujourd'hui, va se substituer l'idée que le traitement est la prévention. Alors c'est intéressant d'extrapoler cette question de care is cure, lorsqu'aujourd'hui, effectivement, on pense au Covid en se disant, mais finalement, est-ce que ce ne serait pas la notion de care elle-même qui est la clé d'une épidémie? Et pour le coup, on est avec Kane Race exactement dans l'idée, effectivement, que à partir du moment où les trithérapies sont devenues non seulement des treatment as prevention, c'est-à-dire le fait que les personnes séropositives, et c'est avéré depuis 2008, ne transmettent pas le virus lorsque leur charge virale est indétectable, et on n'en a pas assez parlé, on en reparle des années plus tard, et il faut en reparler aujourd'hui que le chemsex est là, de ces personnes séropositives vieillissantes au long cours. Les traitements sont aussi une prévention pour les personnes séronégatives qui peuvent prendre effectivement la pre-exposure prophylaxis, à savoir la PrEP. Et donc on n'est plus du tout à la même époque lorsque Kane écrit ce livre majeur. Je vais faire un petit détour extrêmement rapide parce qu'elles sont effectivement absentes, les campagnes et les actions de réduction des risques liés au VIH et à l'usage de drogue par ailleurs sur ces terrains festifs, à l'exception évidemment, et avec cette nuance que j'ai essayé d'évoquer tout à l'heure à travers ma question, sur le fait qu'évidemment les contextes légaux jouent un grand rôle sur l'existence ou l'inexistence d'infirmeries, de places de chill-out, de lieux qui sont à l'initiative même des organisateurs de soirées. En France, on a quasiment pas connu ça dans ces soirées officielles. En Belgique, évidemment, il y a depuis longtemps des infirmeries avec des clubbers médecins qui interviennent dans l'urgence et sur place. Donc en France, on n'a pas du tout ça. Et je voulais faire un petit détour par une petite campagne, mais comme je n'aurai pas le temps d'en parler trop, éventuellement on réservera ça aux questions. Mais il y a eu à Bruxelles, dans les années 2012-2013, une dynamique communautaire dans le quartier gay bruxellois et le circuit festif, justement, très ancré dans ces univers, qui a proposé effectivement d'organiser une campagne autour de l'élection, ça c'est la première campagne en 2012, de Mister HIV, c'est-à-dire Mister HIV, et on pouvait être candidat, qu'on soit séronégatif ou séropositif. On acceptait effectivement de porter le stigmate collectivement, sans savoir si on l'était ou pas, ce qui vous exposait dans le milieu gay pour le coup à un stigmate dont on pensait qu'il avait disparu. On est très tard, mais on sait déjà effectivement que les traitements sont la prévention, et il est pourtant extrêmement difficile de convaincre les gens que c'est la fin d'un certain sida ou c'est la fin d'un certain séropositif, surtout dangereux, infectieux et criminel dans certains cas, puisque très tard, on le sait très bien avec les associations ACT UP qui sont allées très loin dans la dénonciation des rapports sans préservatif, et très tard dans un contexte où on savait pourtant que les gens étaient pas du tout infectieux, et peut-être d'ailleurs même ce qu'on a appelé le bareback, c'est-à-dire le fait de monter à cru et sans préservatif tout au long des années 90, n'aura été finalement qu'une panique morale, puisqu'on sait aujourd'hui que les personnes séropositives étaient de toute façon indétectables à partir du moment où elles prenaient des traitements. Alors cette campagne, bon, je la décline rapidement, je suis assez content en fait de la partager avec les gens lors de conférences pour montrer effectivement si c'est joué à Bruxelles à cette époque-là. Les gens avaient à choisir un slogan et à prendre une pause
Chaque mois, il y avait 3 candidats, en couple ou pas, à l'élection de Mister HIV, en français, en néerlandais et en anglais, évidemment, et sur tous les tons et toutes les couleurs et toutes les communautés ou toutes les possibilités, éventuellement, d'être confronté à cette sérologie qui devenait un marqueur qu'il fallait absolument connaître. Hein. On sait aujourd'hui à quel point le dépistage, et là encore replacer cela dans le cadre du Covid, nous enseigne beaucoup. Connaître son statut, c'est la première des préventions. Mais revenons, je voulais être rapide là-dessus, aux drogues, et en particulier à ce fameux GHB-GBL, extrêmement courant, qui s'échange gratuitement au ras des dance floors de discothèques, et où ce bricolage de la réduction des risques de manière intergénérationnelle, hein, moi j'avais noté tout de suite en Allemagne et en Belgique que des hommes plus âgés venaient à grand renfort auprès des jeunes gens qui étaient au bord de l'évanouissement sur les dance floors pour éviter qu'ils soient interceptés par les vigiles et expulsés des boîtes, et qui du coup les frictionnaient avec de la glace, du citron dans la bouche, des massages, des cervicales, au moins pour essayer de les faire revenir à eux-mêmes en attendant de les amener à l'infirmerie sur place. On a assez peu parlé de ce qui s'était développé finalement spontanément. Alors du coup, un autre petit extrait de journal de terrain qui contextualise aussi cette circulation des corps, des substances à l'échelle européenne. Dans le salon qui donne sur Alexanderplatz, c'est la Fernsehturm à Berlin, ils font très vite l'inventaire des drogues dont ils disposent pour ce week-end de la Folsom. Et là, pour le coup, comme je sais que tout le monde n'est pas absolument familier des définitions, y compris des drogues et de ce qu'elles sont, j'ai un petit comme ça lexique qui défile. La Folsom qu'ils sont venus passer chez Marc, ils ont ramené une dizaine de pastilles d'ecstasy, un bon gramme de kétamine et une petite fiole de GBL. Ils lui offrent des chocolats belges achetés à l'aéroport. Ils se sont rencontrés il y a 6 mois à la Greencom de Cologne. Je sais pas si c'est le bon bouton. Ah, le speed, il y est pas, je l'ai rajouté. Ils ont baisé vite fait dans les toilettes, mais ils ne bandaient pas parce qu'ils étaient trop défoncés et qu'ils n'avaient rien qui ressemble à du Viagra sous la main pour ce jour-là. Alors ils sont retournés sur le dance floor. Ils sont restés en contact sur Facebook dans la perspective de se revoir bientôt à Bruxelles, à Berlin ou ailleurs. Ce soir-là, Marc les amène à Schönberg, dans le bar fétiche bondé d'uniformes de cuir et de latex. L'ambiance n'est pas vraiment à la fête, même si ça baise un peu partout. Marc revient de la backroom sans être arrivé à pisser sur ce Français venu d'Oslo. De retour à la maison, ils se déshabillent dans le salon. Cette fois, ils ont pris du Camagra tous les 3, car Marc en avait tout un stock dans sa pharmacie. Pas de problème pour enfiler les préservatifs avec lui, qui préfère les utiliser avec un couple séro-différent. Et ils n'ont qu'à sniffer le poppers avec modération. Il y a aussi le GBL qu'ils ont dosé à un peu plus de 2 ml à l'aide d'une seringue graduée dans un verre de jus d'orange sur le conseil de Marc. Puis ils décident de sniffer aussi un peu de kétamine pour regarder les clips vidéo sur le web en rigolant avant d'aller dormir. Le lendemain, un ami de Marc débarque avec une enveloppe Fédéral Express qui contient 3 sachets estampillés Warning, Research Use Only, Not for Human Consumption. Il compose un subtil mélange à partir des produits commandés sur Internet et promet de donner sa recette. Après, il saute dans un taxi pour traverser la ville d'est en ouest jusqu'à la Fuggerstrasse où se tient la Folsom Street Fair. On est à un moment clé aussi, et je le réalise avec cet extrait de journal d'enquête, le moment où va émerger une espèce comme ça, et c'est là-dessus que je voudrais insister dans la deuxième partie de cette intervention, d'abstraction de ces sexualités et de ces modes de rencontre d'un espace public à la fois festif et qui, alors antérieurement, je ne voudrais pas produire une historicité factive sur ces questions-là, mais pour le coup, à un moment où on voit se profiler des pratiques qui se détachent des univers festifs pour se retrouver à domicile. Et c'est aussi l'époque, effectivement, où les associations comme Aide vont commencer à s'intéresser au slam, c'est-à-dire aux pratiques d'injection d'une catégorie de drogues qu'on a nommée tout à l'heure les catinones, disponibles à très bas prix sur Internet à partir de cette époque. Mais évidemment, on doit considérer... Il te reste à peu près 10 minutes. Il te reste à peu près 10 minutes. Combien, 10 ? Oui. Ah, bah c'est bien. Merci. Donc je ralentis un petit peu. On est à cette époque où effectivement on peut considérer, et en tout cas c'est ce que je considère moi-même, que cette aiguille de la seringue va fonctionner d'une certaine manière comme un arbre qui cache la forêt des polyconsommations, dans la mesure où ce sont d'abord ces polyconsommations qui prévalent, depuis l'ecstasy jusqu'au GHB, GBL qu'on voit ici, au cristal qui va progressivement apparaître dans les grandes villes d'Europe, et je viens d'en parler, au catinone.
N'oublions pas qu'on est aussi à un moment où, au-delà de ces transitions vers le domicile, vont s'imposer et se développer les applications de rencontres géolocalisées à bout de smartphone. Et pour le coup, je vous propose un petit voyage rapide aussi par ces applications et ce qu'elles signifient. Mais on assiste véritablement à une espèce de désarticulation des espaces publics-privés avec l'arrivée de ce qu'on va appeler le chemsex. Et finalement, on peut dire que cette désarticulation, elle procède même de la définition de ce qu'on va finir par nommer chemsex, qui au départ, littéralement, ne veut dire que chemical-sex. Avant, on sortait et on prenait des drogues pour tenir dans la durée quand on faisait des afters, etc. C'était avant tout pour faire la fête. Le sexe, c'était après, nous dit Jean, 43 ans, dans l'enquête Apache. Et on voit effectivement comment cette transition s'opère, mais sur fond, effectivement, de polyconsommation de substances. Et bien sûr, comme j'étais en train de le dire, avec l'arrivée des applications, on voit en fait, en parallèle dans les études, et y compris dans les études de tendances récentes et nouvelles drogues à l'OFDT, une partition qui petit à petit va s'imposer entre d'un côté les clubbers et de l'autre côté les sexeurs. On voit ces nouvelles catégories a priori indépassables, mais qui renvoient quand même tout de même dans la réalité des parcours à des continuités. On a des clubbers qui sortent de boîte et qui se connectent à leur application pour savoir où sont les afters, par rapport à une période précédente où effectivement on discutait dans les vestiaires pour savoir où étaient les afters. La fameuse question, elle est où l'after? C'est pas qu'une question des univers gays, c'est la big question, ça a été cette question très longtemps. Et là pour le coup, effectivement, l'after elle est au bout du smartphone et l'after elle est nécessairement moins festive que sexuelle. Et on s'y déplace, émerge dans la littérature évidemment cette nouvelle figure de la dangerosité que va devenir le chemsexeur. Et qu'on va voir apparaître évidemment dans la littérature, mais aussi reprise d'une certaine manière dans les applications dont j'ai fait une petite sélection assez rapide de ce qu'on peut lire, mais du coup de manière assez emblématique, sans lunettes, j'y vois pas très bien, donc je vais juste ramener l'ordinateur sans rien casser, et où on voit aussi finalement ces univers de la maison des hommes extrêmement virils, où on est tous BM pour bien monter. Pardon. Viril, versa pour versatile, actif, passif, berbag, pig, planant. Cette espèce comme ça de naturel avec lesquels les drogues font partie du paysage des applications, au point qu'on y deal et qu'on y achète, mais au point où effectivement on y parle beaucoup finalement de sexualité en termes de performance ou alors en termes de défaillance. Vous êtes où, vous bandez? Et où, derrière cette visibilité et cette disponibilité des drogues et de l'accès à ces univers effectivement qui sont devenus relativement privatisés, on a envie de dire ubérisés, de la sexualité au domicile des uns et des autres, médiés par ces applications, on voit en creux se construire aussi des gens qui refusent effectivement la drogue, le slam et les partous, ou qui refusent effectivement de se dire autre que strictement HIV négative, STD for Sexual Transmitted Disease négative, last blood test à telle date. Vous vous rendez compte, hein, on donne des informations quasiment sur la nature de ce que contient notre sang et nos substances avant même de se rencontrer, parce qu'on est aussi à la période où effectivement cette médicalisation rampante se développe avec l'arrivée de la PrEP, au point que, moi j'aime beaucoup le petit témoignage en bas, sous PrEP, suivi à la pitié, où je trouve l'accueil très bien fait malgré une infirmière un peu space. Vous voyez à quel point les applis du coup sont des lieux où on échange aussi sur ces modes de soins, mais pour le coup ils viennent se mêler à la manière dont finalement on envisage d'avoir des rapports sexuels et aussi de prendre de la drogue. Donc je passe à l'enquête Apache, qui effectivement a été menée en 2018. Désolé, l'échantillonnage il est tout en anglais et en plus j'ai beaucoup de mal à le commenter à cette distance. Enfin, en fait je peux tout simplement me retourner moi aussi. C'est ça. Et donc du coup je vais vous en dire plus sur la manière dont cette enquête a échantillonné. Évidemment un échantillonnage c'est aussi toujours une manière de formuler des hypothèses avec des participants de différents âges, mais qu'on a voulu aussi disons, contrer un petit peu les grandes enquêtes sur les publics gays et HSH qui sont toujours finalement constitués de CSP, on dit c'est ça, plus. Là, du coup, on a voulu que, et dans les formations et dans les niveaux de diplôme, il y ait un peu plus de diversité.
On a voulu aussi que des gens ayant arrêté de prendre de la drogue soient présents. On a voulu, avec différents moments à l'arrêt, en fait, on a créé comme ça une espèce d'échantillon où la diachronie était possible, à la fois diachronie sur la prise ou l'arrêt des drogues, mais aussi le statut sérologique, à quel moment les personnes avaient été contaminées, est-ce qu'elles prenaient la PrEP ou pas. On a vraiment voulu pondérer tout cela. Mais c'est ce qu'on fait quand on a du coup un échantillon relativement réduit. Moi, je suis un grand partisan de la microstatistique, et pour le coup, lorsqu'on mène une enquête comme ça biographique en profondeur sur les usages de drogue, ça devient relativement utile. En termes de résultats, donc là, je partage un petit peu des résultats que j'ai disons, rassemblés avec mon collègue Tim Madescler, qui était, disons, le co-enquêteur. On identifie d'abord la récurrence de l'expérience du VIH, évidemment, d'une génération à l'autre chez les publics ayant recours au chemsex. On le voit très bien ici, on essaye un peu tout, on n'a pas de tabou, on n'est plus dans les règles. Quand on est gay, quand on baisse déjà par rapport à la morale et par rapport à l'éducation qu'on a reçue, déjà on est en dehors du système. Mais là, on est en dehors de tout. Et puis quand on a le VIH, je crois qu'on se dit qu'il ne peut rien nous arriver de pire. On est avec David, 58 ans, et on est pourtant dans un discours en 2018, encore aujourd'hui, David qui slame du cristal et des catinones. Et bingo, 2012 était séropositif. Je pense que le fait d'avoir appris ma séropositivité a été une porte ouverte pour moins de contraintes. J'avais moins peur des choses. Le fait de devenir séropositif a été un peu comme une libération, un soulagement pour moi. De toute façon, je baisais sans capote et j'étais un peu angoissé à chaque fois. Et donc cette tendance lourde sur le VIH est renforcée évidemment par l'implémentation de la PrEP. La PrEP, à partir du moment où je suis allé voir un docteur, donc il me l'a prescrit, j'ai vu comment ça marchait, ça a développé mon appétit sexuel. Ça a libéré à la fois mon angoisse du VIH, mais aussi mon angoisse par rapport aux drogues. À partir de là, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai pris la PrEP, j'ai eu une sexualité beaucoup plus régulière, très régulière, de plus en plus trash aussi, dans le sens à 2, à 3 fils, etc. Et les drogues, je n'avais plus de culpabilité, nous dit Franck, 37 ans. Quand on a le VIH, au niveau des maladies, des MST, tu n'as plus aucune crainte, à part l'hépatite C, mais qui apparemment maintenant est moins contraignante. Une MST, tu t'en tapes quand tu as le VIH. Alors maintenant, avec la PrEP, c'est pire, parce qu'il y a eu un lâcher de salopes sur Paris, nous dit David. Alors une ambiguïté de la réduction des risques dans un contexte comme celui-là, évidemment, puisque on rencontre aussi dans cette enquête ce type de situation. Donc, chez ce gars qui m'a piqué, le plan Q, qui m'a fait découvrir la 3M, c'est une catinone, en sniff, il m'a dit, il y a des partous qui sont cool à X, viens, on y va un jour, on est parti un week-end ensemble là-bas, et en fait je suis tombé dans un truc où il y avait un saladier plein de seringues, c'était la prévention, c'est bien, mais en fait le fait qu'il y avait ce saladier plein de seringues qui ressemble énormément au saladier plein de capotes, je pense que ça a enlevé un verrou aussi, dit Étienne, 37 ans. Oui, l'association était là, à une sex-party, là pour faire leur truc de prévention. J'ai sympathisé avec un représentant de chez AIDS, j'ai voulu essayer le fameux slam. Déjà, je n'aime pas trop les piqûres, oui. Il m'a mis en sécurité, je me suis dit, pourquoi ne pas essayer? On s'est mis dans un lieu fermé et il m'a slamé. Alors effectivement, devant ces ambiguïtés de la prévention qui donnent à réfléchir sur la diffusion des pratiques au moment de la diffusion de la PrEP, on a parlé avec Tim d'une transmission de la PrEP, parce que pour le coup, on a réalisé au travers de l'enquête Apache que la PrEP se transmettait beaucoup de bouche à oreille dans ces situations de partous et de sexualité collective. C'est aussi une bonne chose, puisque la PrEP, ça marche par ailleurs, donc on ne peut pas non plus tout à fait s'en défier, même si on doit garder une certaine défiance, puisque, comme le dirait aussi Kane Race, qui parle de prescription de soi, elle correspond aussi à une prescription de sexualité et d'une certaine sexualité pour bon nombre des personnes. Là, j'étais parti sur un plan A4 sur la Côte Bleue. Il y a un mec qui travaillait à l'hôpital qui m'a dit « Manu, tu es un beau mec, ce serait con de choper le sida. » On parle beaucoup dans ce milieu, on dit tu le fais sans protection, tu le fais barbac et tout. J'avais déjà ouvert les yeux depuis longtemps, mais il m'a pris un rendez-vous à la Timone. Donc on voit qu'à l'inverse, effectivement, on va avoir de l'autosupport et des accompagnements, justement après avoir vu le couple le 1er janvier 2017, il me parle de la PrEP, moi j'utilisais une capote, sauf avec mon mec avec qui je suis resté pendant 10 ans. Il me donne le numéro de leur docteur, je me renseigne sur un site sérieux, Aide, je crois, j'ai fait des démarches sur Internet, je suis sur un truc complètement légitime. J'apprends tout ça et je me dis que c'est juste génial ce qui se passe, je me dis que je la veux cette PrEP, c'est vrai qu'après 10 ans sans capote. Alors,
On a évidemment une lecture qui peut, à partir de cet échantillonnage et des hypothèses et de ce qu'on voit dans les entretiens, pour le coup, nous amener à parler de reconfiguration du désir et de la sexualité dans un contexte de plus en plus fortement médicalisé et aussi au prisme simultané, on vient de le voir, du maintien du stigmate et des avancées biomédicales. Alors c'est le travail de Mélanie Pérez en particulier qui a travaillé sur les contextes d'annonce de la séropositivité chez des jeunes gays, en tout cas, enfin, pas que chez des jeunes, mais en fait des récemment diagnostiqués, comme on dit, ces 2 dernières années, et qui montre à quel point effectivement, malgré les avancées biomédicales, on se retrouve avec un stigmate qui n'a absolument pas changé, au contraire peut-être même. Dans le début des années 90, il existait des associations d'autosupport où les gens pouvaient probablement parler. Aujourd'hui, cette relation au stigmate s'est enfermée dans la relation médecin-patient et finalement, tout va bien, on ne meurt plus du sida, mais la question du stigmate reste absolument irrésolue. C'est ce que montre effectivement ce travail de Mélanie. Je vais en terminer par une dernière petite enquête par laquelle je voudrais faire un détour, mais c'est aussi des résultats de l'enquête Apache, où on s'est intéressé avec Annie Velter de Santé publique France à la manière, à ce que finalement, ce dont finalement personne ne parle, ce que la drogue fait à la sexualité. On l'a vu avec le slam, on a basculé dans une espèce d'effet injection, et où pour le coup la question de ce que l'injection fait à la sexualité, ou ce qu'elle devrait faire, ou ce qu'elle finit par ne plus faire, est relativement peu abordée. Mais pour le coup, on a avec Annie Velter tenté de se centrer sur ce que la drogue fait aux sexualités, et comme vous le verrez, on revient dans la thématique de cette journée, dans la mesure où ce que cette drogue, elle fait beaucoup de choses qui nous parlent en termes de genre. Donc je vous laisse découvrir ce que Adam, 52 ans, dit. La première fois que tu prends, tu sens que tu as envie de baiser tout le temps, tu trouves ça bien, sans faire d'effort, tu as une super libido, tu as envie de niquer tout le monde. Le produit m'aide vraiment à me lâcher complètement, à être dans un rapport très fusionnel, animal. Je pense que ça me rend aussi salope que j'ai envie de l'être. Le problème, c'est que c'est non-stop, c'est sans fin, ça te tient éveillé, tu as envie de baiser. Quel mec ne rêverait pas de ça? Le problème, c'est que c'est dur de bander, du coup, ça restreint le champ. Ce dont on parle avec Annie Velter, c'est qu'effectivement, il est extrêmement important de considérer ce que la drogue fait véritablement aux sexualités, aura des pratiques sexuelles et corporelles, puisqu'effectivement, on se rend compte que ça influe énormément sur les rôles. En l'absence d'érection, effectivement, il y a subitement plus de passifs, mais du coup, on s'est beaucoup amusé à travers les entretiens à considérer à quel point cet équilibre passif-actif, pénétrant-pénétré, comme on disait avec les médecins insertifs, réceptifs, devient une clé de lecture extrêmement importante de genre dans la transformation des recompositions, en tout cas, d'espaces corporels, si on peut considérer les organes comme étant eux-mêmes des espaces plus ou moins lisses sur lesquels nos représentations auraient prise et emprise à considérer pour les enquêtes à venir. Donc, après ce long détour relativement ethnographique et peut-être pas assez analytique par mes données, il faut en arriver à la conclusion doucement. Comment ? Il faut en arriver à la conclusion. Voilà, j'y suis. Ouais, du coup, quelques mots pour conclure sur cet effet d'abstraction de l'espace public qui ressort de cette série d'enquêtes sur les rencontres et la sexualité gay, qui semble en effet de plus en plus confiné au domaine interindividuel et privé, avec l'arrivée simultanée du chemsex et probablement aussi d'une restriction de cet espace public où les hommes avaient pour coutume de se rencontrer. On peut penser évidemment que des lieux de drague dans l'espace public sur lesquels j'ai travaillé à l'origine, en passant par le ghetto commercial gay qui avait institué cette espèce de séparation entre le bar au comptoir et la backroom, et puis l'arrivée effectivement des sex-clubs simplement ouverts sur la rue où il n'y a plus de personne pour vous accueillir qu'une machine qui vous distribue des boissons, et donc du coup on est véritablement dans un lieu consacré au sexe mais en dur et avec un filtrage qui s'opère au ras de la rue. On serait passé par le truchement des soirées festives où les backrooms existaient et par le développement effectivement des applications à une abstraction encore plus marquée de ces espaces de rencontre et de sexualité, encore renforcée au temps de la fin du sida par cette médicalisation individualisant la santé sexuelle qui de plus en plus finalement se réduit à la portion congrue de la santé mentale puisqu'il s'agit de drogue dans le cas du chemsex, d'où l'intérêt je pense de reparler des questions de genre telles qu'elles parcours, y compris, et pas simplement les espaces de rencontre, mais aussi le corps en tant que lieu effectivement de simulacre. J'ai beaucoup pensé à ce mot en t'écoutant, en effet, d'abus,
La question de la sodomie, par exemple, elle est très très fréquente. Et là, on travaille aujourd'hui sur une enquête sur la santé anale. Et pour boucler la boucle, pour le coup, je vais me faire un peu de publicité parce que je suis un peu fier du livre qui vient de sortir la semaine dernière sur les lieux de drague et qui n'est pas encore disponible dans toutes les librairies, mais qui le sera rapidement à La Mauvaise Réputation à Bordeaux, que j'ai appelé tout à l'heure. Et où, pour le coup, on en reviendrait à des espaces qu'on avait potentiellement oubliés dans l'espace public, mais qui n'en restent pas moins des espaces fortement genrés et forcément mono-genrés, des espaces de la maison des hommes, tout proche de nous et néanmoins peu visibles. Merci. Merci Laurent pour ta présentation. C'est très intéressant comment tu as abordé aussi la circulation, enfin l'espace à une autre échelle que celle qu'on a évoquée jusqu'à maintenant, qui est celle de la circulation des personnes et des pratiques à l'échelle européenne, en gros, dans les exemples que tu as pris. Les constructions de réseaux et de bons plans, tu disais bons plans de sexe, bons plans de drogue, etc. Et je pense que ça peut être une question intéressante à... si tu peux nous en dire plus, je serais très intéressée pour en savoir plus là-dessus. Oui, ce qui est très troublant, mais bon, c'est vrai que j'étais un peu basé à Bruxelles pour mes ethnographies, c'est que Bruxelles a fonctionné pendant un temps comme une grande centralité festive avec, pour le coup, vraiment des gens qui venaient de des hommes qui venaient de toute l'Europe et qui avaient... acquis finalement, dans l'anticipation de ces soirées qui étaient mensuelles, donc il y avait un véritable repère, du coup, une compétence à développer non seulement des déplacements à moindre coût, mais du coup des réseaux d'entraide, d'hébergement, les uns chez les autres. Et donc les gens allaient en bande, et même l'espace public de Bruxelles au moment des démences est radicalement transformé, puisqu'on a, j'ai parlé de véritables... gangs sexuels comme ça, de mecs balèzes, barbus, musclés, qui du coup ne risquent pas du tout d'être victimes d'homophobie, ceux-là, parce qu'effectivement on a plutôt tendance à raser les murs quand on les voit en se disant oh là là, qu'est-ce qu'ils sont impressionnants. Mais il y a beaucoup à dire effectivement sur la notion des réseaux sexuels, et ce qui m'interpellait le plus, c'était justement d'appréhender ça en termes presque d'économie sexuelle, dans la mesure où finalement c'est avant tout la notion de dépense qui m'a interpellé. Dépense au sens économique, mais dépense au sens anthropologique aussi. Je renvoie à la notion de dépense chez Georges Bataille en particulier. Et là, l'idée qu'il puisse y avoir comme ça des espèces de manifestations de dépenses somptuaires de soi et de son identité dans la célébration, et qu'il s'agisse de célébrer, comme on l'a vu tout à l'heure au temps du sida où les gens mouraient, son identité ne serait-ce que provisoirement et de manière très précaire sans savoir si on sera là la prochaine fois, ou qu'il s'agisse de la recélébrer à nouveau au moment où le traitement comme prévention devient une réalité avérée que très probablement les pratiques berbaques avaient elles-mêmes anticipé, et on dira jamais assez à quel point, au temps d'une épidémie et des risques, finalement les savoirs profanes des communautés concernées permettent d'anticiper aussi la réduction des risques, et je pense que c'est très important d'y revenir parce que dans le cas de l'histoire du sida, les exemples n'ont pas manqué. Après, il faut parler de ces exemples à l'échelle effectivement collective, transnationale, et comment ça circule. Évidemment, les réalités ne sont pas du tout les mêmes au plan légal, ni sur les drogues, ni sur le VIH et dans les politiques, disons, de réduction des risques d'un pays à l'autre. Donc, de manière très marquée, effectivement, c'est des moments où finalement les informations, les corps et les substances circulent, pour le meilleur et pour le pire. Je ne veux pas non plus angéliser... pour les gens qui connaissent ces univers, la question du GIOL ou du KIOL, et aujourd'hui la question de ce qui se passe en milieu privé avec le chemsex. Il ne faut pas minimiser effectivement les risques, et les cabinets de psy ou de sexologues sont la boîte noire aussi de ce qui se voit, mais on ne doit pas négliger le fait que d'une certaine manière, à cette médicalisation du VIH et de la santé sexuelle, s'est opérée une espèce de repsychiatrisation de leur comportement sexuel. Et pour le coup, on est toujours dans cette espèce de tension où il faut effectivement essayer de comprendre ce qui se joue dans ces rituels, dans ces simulacres, et bien dissocier, évidemment, encore une fois, c'est trivial de dire le récréatif et l'addictif. Mais pour le coup, peut-être il faut aller regarder du côté de substances peut-être plus anodines, de populations qui sont peut-être moins exposées, y compris dans la littérature, à être finalement l'éternel sujet de la morale à travers le temps et malgré les épidémies. Ok, merci. Des questions, Sarah ?
Moi, je me demandais si vous aviez une explication sur pourquoi on retrouve des pratiques telles que le chemsex uniquement dans le milieu HSH, et pourquoi donc il y a toute cette esthétique qui se développe avec des lieux de nuit sexuels, etc., qui y sont consacrés. Pourquoi les hommes gays et pas dans d'autres milieux sexuels, bi, lesbiens, etc., d'après vous? Moi, je pense que les hétéros font du chemsex, en fait. Hein. Je sais pas, il y a d'autres personnes qui travaillent sur ces questions. Je pense que le chemsex, c'est une catégorie aussi qui s'est plaquée de l'extérieur. Moi, j'étais même surpris d'entendre le mot chemsexeur devenir un mot produit par les associations et que se réapproprient les individus, parce qu'effectivement, il y avait par exemple, il y a un très bel exemple, c'est les deux groupes Facebook consacrés d'une part au chemsex chez les gays et d'autre part à la PrEP. Donc il y a PrEP Dial d'un côté et de l'autre côté, il y a le forum chemsex, et c'est déroutant de voir finalement que on est, alors bon, je vais le dire avec les termes de Chicago puisque c'est ma formation d'origine, dans la formation d'une entreprise de morale qui passe par un lexique avec lequel les gens finissent par s'autodéfinir. Donc c'est quand même extrêmement problématique dans la mesure où, pour le coup, si je dis aujourd'hui il faut parler de chemsex pour les hétéros, c'est parce que chemsex, littéralement, ça veut dire utiliser, chemical sex, ça veut dire utiliser les substances chimiques pour enhance, comme disent les Anglais, pour agrémenter l'aphrodisiaque, effectivement, les pratiques sexuelles. Alors, il y a quand même une question qui renvoie aux espaces. C'est-à-dire que, pour le coup, quels étaient les espaces, a priori peu ordinaires, de rencontres entre les hommes pour avoir des rapports sexuels? On est parti, mais là encore, hein, je signale toujours que ce n'est pas un modèle d'historicité avéré, il est plutôt factice finalement, hein, puisque les lieux de drague existent toujours dans l'espace public, et je veux dire, on n'a même pas besoin d'avoir le smartphone a priori au bout de la main pour savoir où trouver un plan cul. Les hommes savent très bien, en gros, assez rapidement où est-ce qu'ils peuvent aller pour avoir des rapports sexuels entre hommes dans l'espace public à l'origine, et ça du coup c'est cette histoire de la maison des hommes. Alors pour le coup, il faut s'interroger sur les espaces ordinaires de séduction, de transaction qu'on a évoqués aussi avec vos travaux, parce que moi ce que je trouve absolument captivant, c'est qu'il nous renseigne à partir du caractère extraordinairement ordinaire et impensé de l'hétérosexualité, énormément finalement sur les marges, et pas simplement les marges qui nous renseignent sur eux. Je pense que c'est important en fait finalement de procéder par ces effets de bascule entre normes et altérité qui nous permettent pour le coup de comprendre ce qui se joue à Mende entre des jeunes qui boivent, et en quoi effectivement ce qui se joue dans les régimes de contrainte et surtout dans les modes très genrés d'appropriation et de conquête d'une sexualité partiellement affranchie par les substances, hein, du moins c'est ce qu'on espère, puisque ça fait partie quand même des rationalités de l'intérieur où qu'on soit, qu'on peut effectivement, en tout cas, faire des allers-retours. Moi, quand j'ai vu apparaître la notion, j'avais été très quand le slam est apparu, hein, déjà en tant que catégorie, j'ai trouvé qu'il opérait un effet d'écran en réalité sur les pratiques de multiconsommation qui avaient continué à exister, et qu'il constituait une opportunité associative parce qu'il fallait continuer à produire une offre, et on continue effectivement dans le champ des interventions de lutte contre le sida à produire une offre à ce moment où effectivement les gays ou les homosexuels continueraient d'aller mal. On ne sait pas trop pourquoi, mais ils vont mal historiquement, ils vont mal depuis le 19e, et du coup il faut s'interroger sur le fait qu'ils vont mal, pour le coup, mais cette fois-ci dans une considération des espaces qui leur sont autorisés pour avoir les sexualités qu'ils ont. Je crois qu'il faut se déprendre de cette catégorie en ce qu'elle, finalement, finit par devenir une catégorie d'affiliation et d'identification, potentiellement. Est-ce que tu pratiques le chemsex devient finalement une espèce comme ça de garantie presque identitaire dans certains univers, où la 3MMC est abordée de manière absolument anodine, hein, dans les groupes d'autosupport. Mais finalement, parce que les groupes d'autosupport ont été le lieu de la définition des catégories, et c'est vrai pour l'alcoolisme aussi, hein. Il y a ce très beau texte de Florian Voros sur l'invention de l'addiction à la pornographie, qui est très intéressant, parce que du coup, il fait un retour sur la manière dont les groupes d'autosupport d'alcooliques aux États-Unis ont été ceux qui ont permis de fabriquer les grilles, finalement, d'identification, d'auto-identification,
utilisation, parfois très réifiante et quasi inamovible dans le champ de l'alcool. Et on peut appliquer effectivement, là aussi, la fabrique de ces catégories, dont le chemsex, parce que finalement, on en parle aujourd'hui, mais on parle de choses qui sont quasi dépassées au moment où on en parle même. Et l'une des réalités concernant les usages de drogue qui s'adaptent systématiquement aux contraintes légales, et on voit évidemment de nouveaux produits apparaître, et on voit du coup avec les nouveaux produits de nouveaux comportements. Je ne sais pas si ça répond. Merci. Ou si au contraire... Y a-t-il d'autres questions? Alexia, je regarde s'il y a d'autres questions non plus pour faire un... On va essayer de les grouper, si vous voulez bien. On arrive pas très loin de la fin. Alexia? Moi, c'est une question très rapide, en fait, sur... est-ce que, justement, par rapport à ce que... du coup, ouais. Du coup, ouais, c'est une question rapide sur... donc on voit à quel point voilà, ce duo actif-passif est très présent dans l'hétérosexualité, mais également très présent dans les catégories qui se réifient de actif-passif chez les hommes gays, et qui deviennent aussi finalement des identifications, quoi. Je suis actif-passif, versatile. Et du coup, est-ce que dans la prise des produits, on voit aussi... ce côté, est-ce qu'il y a un côté, une personne qui va donner, l'autre qui reçoit le produit, enfin, est-ce qu'il y a des côtés des rapports de séduction ou de pouvoir qui se jouent aussi en termes d'actif-passif dans l'administration du produit? Au début de ta présentation, tu as parlé de ta méthodologie de terrain et tu as parlé du fait que tu as fait un terrain à Bruxelles, mais aussi, peut-être je vais me tromper, je dirais petite ville ou zone rurale. On dirait qu'il y avait deux territoires où il y a quand même des spécificités. Et je pense que tu attends ma question venir. Tu vois, ma question venir, c'est est-ce qu'il y a une différence en fait, entre ces deux espaces que tu as présentés pour ta méthodologie de terrain? Et est-ce que ça implique en fait sur alors soit les pratiques sexuelles, soit les pratiques de consommation, ou voire même de réduction des risques? Il y avait une troisième question. Alors, avant la question, juste un mot pour saluer à propos de l'enquête Apache notre amie Maïté Namillé, Bien sûr. docteur en sociologie, mais qui avait commencé quand elle était étudiante à Trinde au CEID à Bordeaux, des études sur les TSO, donc c'est sympa de voir ces évolutions. Donc la question est la suivante. Moi, pareil, on m'oriente à des personnes qui ont des problèmes en lien avec leur pratique sexuelle et avec le chemsex. Alors des problèmes physiques majeurs, hein, des endocardites, des septicémies, des infections, enfin bon, des choses très compliquées, et qui en plus au plan comportemental commencent à souffrir en fait de leur prise de 3-MMC, puisque souvent ça devient solitaire à la maison, de manière isolée, enfin quelque chose qui nuit aux objectifs initiaux. Et donc ils sont en demande d'aide, etc. Donc j'ai une porte d'entrée toujours pareil, avec une population clinique hein, qui n'est pas du tout représentative de la vôtre. Et donc sur cette base-là, vous allez comprendre ma question, on me demande de produire un article. Et tout l'art de la médecine, en l'occurrence de la psychiatrie, c'est justement de ne pas enfermer, de ne pas psychiatriser, de ne pas médicaliser, surtout vu l'histoire hein, en matière de psychiatrie, des pratiques gays. Comment vous pourriez nous aider à sortir de cette histoire-là? Parce qu'il y a quand même des choses à en dire en termes de danger hein, pour les personnes, sans que ça puisse être perçu comme une volonté de médicaliser, de nommer, etc. Alors, sur les questions de rôle, de versatilité ou de actif-passif, moi j'ai moins observé évidemment, j'ai moins de choses à dire sur le rôle même de la circulation et les transactions autour du trafic. J'ai été très intéressé en fait par la gratuité de ce qui circule, c'est-à-dire les joints et le G. Sur les dance floors en tout cas, c'était vraiment ce qui était évident et je me disais c'est étonnant parce que du coup... d'autres liens se formaient à cause de la gratuité. Mais par contre, les rapports avec les pratiques sexuelles elles-mêmes, en dehors effectivement que le G affranchit les personnes sexuellement, les libère. Pour le coup, c'est plutôt là-dessus qu'on s'est mis à réfléchir avec Annie Velter, quand on a vu dans les entretiens de l'enquête Apache à quel point, pour le coup, c'est cet extrait, j'ai la possibilité d'être aussi salope que je le souhaite. C'est-à-dire, pour le coup, on réalise, et aujourd'hui d'ailleurs avec Vincent Rubio, un collègue, on travaille sur une enquête qui s'appelle Prévanal sur la sexualité anale, et où on voit à quel point, pour le coup, y compris pour des gays,
la question de la sodomie n'est pas du tout évidente. C'est-à-dire que là où tout le monde se dit ben ça va, quoi, ça passe, ben en fait non, pas du tout, ça passe pas du tout. Il ne faut absolument pas croire que la sodomie c'est une pratique très courante et qu'elle se pratique très tôt, etc. C'est pas vrai. En fait, ce qu'on est en train d'anticiper dans une enquête effectivement sur santé, plaisir anal chez les hommes gays, c'est qu'en fait ça va pas de soi du tout. Globalement. Donc c'est plus les relations entre la drogue et les corporéités qui sont en jeu, ou alors les relations entre la drogue et les simulacres de scripts sexuels, parce que du coup je pense que c'est évidemment Gagnon et par extension les interactionnistes qu'il faut reconvoquer pour parler des relations entre le cadre et la situation, entre le cadre effectivement et les scripts sexuels, qui vont nous donner des éléments genrés pour parler de ces questions très nettement. Et la drogue intervient effectivement dans un contexte d'affranchissement, de relâchement, des conduites qui renseignent beaucoup, même si la notion de relâchement elle a été très galvaudée au temps de l'épidémie de sida, puisque le mot relapse a été utilisé à plusieurs reprises pour parler et du bareback et aujourd'hui du chemsex, et qu'on ne doit pas oublier que le mot relapse c'est d'abord un terme qui renvoie à... En fait le relapse c'est celui qui... C'est celui qui, comment c'est qu'on dit, qui a abjuré et qui retombe dans l'hérésie quand même. C'est un peu lourd, quoi. Donc, oui, c'est la rechute hérétique. Pour le coup, c'est un peu lourd. Et je crois que finalement, on a l'air de débarquer en associant les questions de genre et de sexualité à celles des corporéités et des pratiques sexuelles et de ce que la drogue autoriserait ou au contraire rendrait difficile. On pense par exemple à la question de l'érection, et je crois que c'est toi qui as parlé de Viagra tout à l'heure, mais pour le coup, il y a très peu d'enquêtes sur le Viagra, alors que les laboratoires sont bourrés de fric, et alors il faudrait leur demander de l'argent pour travailler sur ces questions. Je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur les substances, les corporéités, les compétences et les performances, en tout cas autour de ces questions. Il me semble qu'on est vraiment tout au début de quelque chose. En contexte hétérosexuel ordinaire, il faudrait voir ce que la drogue fait aux normes de genre et de sexualité, très probablement, au-delà effectivement de ces attentes d'être à la hauteur d'une situation comme tu racontais tout à l'heure, quoi. Sur le rapport ville-campagne, bon, évidemment, moi, j'ai le livre là dans le dos. Ma grande fierté, c'est d'avoir travaillé sur des lieux de drague très très loin à la campagne, où pour le coup, la question de l'anonymat de la grande ville qui autoriserait une telle liberté et qui, du coup, sur le plan méthodologique, rend les choses extrêmement difficiles, parce que du coup, quand tu fais des observations sur une aire d'autoroute, c'est difficile d'avoir des informations biographiques sur les gens. À la campagne, inversement, dans un petit village comme La Palme, dont il est question, dans l'Aude, donc au fin fond des Corbières littorales, dans cette magnifique lagune aujourd'hui protégée. Il suffit de quelques entretiens pour savoir absolument tout sur les uns et les autres de ce groupe d'une quarantaine d'hommes qui vient d'une constellation de villages autour, baisés dans la lagune. Donc c'est compliqué parce que ça implique des questions méthodologiques vraiment très fortes et très intéressantes pour les géographes et les sociologues de la ville ou de la campagne. Et nous, on les a retrouvés, ou en tout cas Maïtena et l'équipe de l'OFDT m'ont demandé d'ailleurs. Du coup, j'ai été le préposé aux villes moyennes et à la campagne pour aller chercher des drogués du milieu rural. Yes. Eh bien, j'en ai trouvé. Et ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, pour le coup, les dispositifs de rencontres et de géolocalisation en ligne avaient grandement transformé aussi. Bon, évidemment, ce n'était pas nouveau. L'exode à la ville qui pouvait se lire sur le plan biographique, des publics transpédéguines qui vont se réfugier dans cette ville où l'anonymat les protège, d'accord, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans un pendulaire et qui du coup sont entre différents univers de normes en permanence. J'avais travaillé évidemment à l'époque où je travaillais sur le travail du sexe à Marseille, sur les travestis algériens qui venaient pendant 3 mois tapiner à la gare Saint-Charles habillés en femmes et que personne ne reconnaissait, qui réinvestissaient leur argent au pays, sur justement cette capacité à circuler d'un univers de normes à l'autre, là-bas au pays, ici à Marseille, en femmes, en hommes, en putes, en entrepreneurs, etc., sur ces circulations et ces étonnantes finalement compétences à circuler, en tout cas d'un univers de normes. D'univers de normes, c'est la notion vient de Lamia Missaoui avec les étrangers de l'intérieur.
qui sont pas compatibles a priori. Et bien pour la campagne, c'est un peu la même chose. Et en même temps, ça n'a pas été du tout une surprise que la première personne qu'on a interviewée, quelque part dans le Quercy, avait eu sa première expérience de drogue parce qu'elle était en train de chercher un master. Elle voulait quelqu'un qui la domine, en fait, d'abord et avant tout. Et ce gars, c'était vraiment le dernier né du village. Et son histoire était intéressante dans la mesure où, pour le coup, c'est ce master qui lui a imposé non seulement la prise de drogue, mais aussi l'achat de drogue. Et bon, ça s'est arrêté quand il a demandé le code de la carte bleue. Mais c'est intéressant parce que, pour le coup, on se rend compte que, du coup, on avait quelqu'un qui slamait au fin fond d'un village du Lot, quoi. Hein? Et on se demande comment on en arrive là, quoi. Et comment, effectivement, ce slammer, en côtoyant quelqu'un à Limoges, et puis via Internet et les groupes de discussion, il était en train de s'autodéfinir lui-même, finalement, comme un chemsexeur. Hein, étonnamment. C'est-à-dire que c'était arrivé jusque dans le village du Lot. Mais ça, je pense que c'est des effets finalement de globalisation qui impacte le local, qu'on a du mal à saisir. Il y a le très beau film Seules les bêtes, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en 2019, et je ne me souviens pas, effectivement, le réalisateur, moi je vous invite à aller le voir, parce qu'il ne parle quasiment que de ça, et ça se passe entre le Cosme et Jean, dans le nord de la Lozère, et la métropole d'Abidjan. Et c'est vraiment important de se poser la question de ces télescopages d'espace et d'univers de normes quand on aborde la question de la campagne. Et à cette occasion, effectivement, on a enquêté auprès d'hommes qui étaient dans des situations très rurales. Bon, après, on a considéré que Sète, c'était un peu plus rural que Paris, mais ce n'était pas tout à fait ça pour faire rentrer dans l'échantillon. Je ne vous cache pas qu'on a un peu bricolé aussi. Ça répond à ta question ? Oui. Ok. Pour la question de c'est marrant, j'ai mis psychiatrie et VIH. Pourquoi ? Parce que c'est un vieux débat, effectivement, et que pour moi, il y a à s'interroger sur ce que cette fin du sida fait aux personnes concernées, et ce qu'elle a fait aux personnes concernées, et en particulier aux personnes qui ont vécu avec le VIH au très long cours. Ce n'est pas entièrement inductif ce que je vais dire là, mais à l'époque des enquêtes sur le SLA, moi je me suis posé tout de suite la question du deuil, à un moment où effectivement peu de gens se la posaient. Le deuil du deuil, je vous explique en 2 mots, c'est les personnes séropositives qui au bout de 30 ans finalement vont vivre. Et elles doivent effectivement subitement renoncer à l'idée qu'elles vont mourir. Ça a l'air très simple dit comme ça, en plein Covid, mais en fait c'est très compliqué dans la réalité et l'expérience des personnes. Et moi j'ai beaucoup entendu ça avec Tima Desclerc et Maïtena. On a beaucoup entendu ça dans le cadre de l'enquête Apache. Alors on avait, et pour le coup vous l'avez vu, l'âge des personnes est relativement élevé dans les échantillons que j'ai proposés ici, presque stratégiquement, parce que pour le coup, on pense que pour comprendre ce qui se joue, et ce qui s'est joué déjà depuis quelques années avec l'arrivée du slam, et effectivement dont on voit bien, vous l'avez souligné, qu'à un moment donné, le slam finit par n'avoir plus aucun rapport avec la sexualité, et que c'est autre chose qui se joue là, à quel point ce qui se joue, c'est très probablement des ruptures biographiques, ou en tout cas que ça a à voir avec des carrières de séropositifs au long cours, le fait que ces carrières-là, elles impactent par un effet de mimétique médiatisé par la PrEP, des parcours de prépeurs qui du coup se retrouvent avec une sexualité médicalisée, avec leur pilulier le matin en train de se demander mais avec qui ils vont bien pouvoir baiser parce qu'ils prennent une thérapie génique pour le faire et être protégés. Évidemment, ça n'est qu'un avatar supplémentaire qui nous dit à quel point la question de l'usage de drogue au sens, pour le coup, ordalique ou addictif en contexte sexuel chez les gays renvoie très probablement à l'annonce de la fin du sida. Il n'est pas facile de sortir d'une épidémie. Et on dit ça alors qu'on est en plein dans une autre. Mais pour le coup, imaginez au gré des avancées biomédicales ce que ça fait réellement aux affects et au corps des personnes, je pense que c'est un domaine qu'on a peu investi dans le champ, y compris psy. Pourtant, bon, je parle beaucoup avec Muriel Medaoui, qui est à Marmottan et qui est sexologue cyberaddictologue, et on est assez d'accord. Je pense que vraiment la question du sida, et derrière elle évidemment la question du stigmate durable, est une clé de lecture extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe dans les conduites qu'on vous rapporte en cabinet et dans un cadre thérapeutique. Merci Laurent.
Merci à toutes et à tous. Je vais vous présenter une dernière diapositive où vous aurez quelques contacts. Un très très grand merci à vous tous et toutes d'avoir été là. Un très grand merci aux intervenantes et pour ce travail que vous avez fait. Parfois cette gymnastique intellectuelle de faire rentrer des dimensions spatiales dans des travaux qui a priori n'en faisaient pas l'objet. Rendez-vous donc fin janvier, le 21 janvier ou le 22 janvier, le 21 janvier de l'année prochaine, très probablement ici, nous n'avons pas encore déterminé la salle, donc pour une rencontre autour de la thématique les genres des politiques urbaines de la drogue, donc plus centrée sur les pratiques institutionnelles de la réduction des risques et autres institutions. N'hésitez pas là non plus à nous proposer des contributions si vous avez une expérience professionnelle, associative ou de recherche sur la question. Voilà, à très vite.